Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. La Suisse naissante est donc gouvernée, la Confédération est donc gouvernée par, entre guillemets, gouvernée par cette diète qui n'a aucun pouvoir exécutif, qui n'est pas un gouvernement, qui est cette assemblée d'ambassadeurs des différents cantons et qui sont appelés à se réunir pour traiter des affaires communes en sachant que chaque canton reste entièrement souverain sur son territoire. Il y a des cantons à Patricia, donc une aristocratie naissante, à Berne, des cantons corporations comme Zurich, et puis des cantons campagnards comme les Waldstätten. Cette diète va prendre un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que la Confédération va s'étendre par des conquêtes, par des nouveaux bailliages, comme on les appelle, mais des bailliages qui seront souvent administrés de manière commune par l'ensemble ou bien par une partie des cantons engagés dans les opérations. On les appellera des bailliages communs. Cette phase de conquête commence entre 1414 et 1416 à l'occasion d'un nouveau conflit entre les Habsbourg et l'empereur, chacun soutenant un candidat différent au siège pontifical. À Constance a lieu un concile qui est censé donner les bases d'une solution, d'un compromis. Ça ne se passe pas ainsi et l'empereur va soutenir les Bernois et les Confédérés dans leurs ambitions territoriales, va les encourager même à aller s'emparer de terres appartenant aux Habsbourg. Et c'est l'Argovie, cette terre natale des Habsbourg, qui va tomber dans l'escarcelle des Confédérés et qui sera organisée autour de ces bailliages communs. En même temps, l'empereur délie d'autres communautés, Lucerne, Zug, Glaris, de leurs derniers droits à l'égard du Saint-Empire romain germanique. À Baden a lieu une diète en 1415 qui sera importante dans la mesure où elle ouvre cette ère de diète dont une des missions désormais essentielles est l'administration des bailliages communs. Mais ce XVe siècle qui s'ouvre sera un siècle lourd de guerres et de conflits. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, ces alliances qui unissent les membres de la Confédération sont extrêmement fluctuantes. Et un exemple de cette volatilité sera donné en 1436, quand Zurich, tout à coup, décide de s'allier avec les Habsbourg pour faire valoir ses droits sur le Toggenbourg au sud du canton de Saint-Gall, qui est une région importante reliant Zurich à Schwyz, mais c'est surtout un axe vers les cols alpins. Et Zurich alors va renier en quelque sorte son alliance avec les Confédérés, va s'allier avec les Habsbourg et il y aura une guerre qui va être remportée indirectement par les deux camps en quelque sorte, mais qui va déboucher sur des conséquences extrêmement importantes et largement paradoxales. La dernière bataille a lieu à Saint-Jacques-sur-l'Arbis, près de Bâle, des batailles assez sanglantes. En plus, le roi de France s'en est mêlé, le roi d'Angleterre indirectement, il devait envoyer ses mercenaires qu'il ne savait plus où employer, ravager d'autres terres que les siennes. Donc c'est une bagarre sanglante qui, en soi, n'a pas d'impact direct, sinon de mettre un fin à cette guerre qui épuisait tout le monde, mais qui va déboucher sur un traité extrêmement intéressant dans la mesure où Zurich va obtenir une partie de ce qu'il espérait, il va conquérir l'Oberland zurichois et se rapprocher des Waldstätten, mais surtout, les Zurichois vont être mis au pied du mur par les Confédérés et vont être sommés de choisir. Ou bien ils quittent l'alliance confédérale, et alors ils pourront s'allier avec qui ils veulent, y compris leurs alliés provisoires, les Habsbourg, ou bien alors ils restent au sein de l'Alliance confédérale, mais s'engage à ne plus mener des politiques diplomatiques parallèles.
Les Zurichois vont se rallier à l'alliance avec les Confédérés, qui sortira ainsi consolidée d'une guerre qui aurait pu déboucher sur l'explosion et l'implosion de la Confédération. Ensuite, la politique d'extension par le biais de bailliages communs s'étend, toujours avec l'appui de l'empereur, la Turgovie, Sargans, Rapperswil, Zurich qui s'empare de son côté de Winterthur, au détriment des Habsbourg qui conservent toutefois le Fricktal en terre argovienne. La Confédération donc s'étend peu à peu, d'autant que de nouveaux alliés viennent s'agréger à l'ensemble confédéral, Soleure, Fribourg, Saint-Gall, Schaffhouse, et les Grisons depuis quelque temps les Ligues grisonnes qui sont alliés de la Confédération. C'est un siècle sanglant, un siècle de guerre. Les grandes périodes guerrières suivantes ce seront les célèbres guerres de Bourgogne entre 1476 et 1477. Elles résultent d'un nouveau conflit avec l'un des membres de la Confédération, avec les Habsbourg. Les Bernois sont en effet en désaccord avec les chefs de la maison de Habsbourg. Toutefois, une réconciliation survient. Néanmoins, au préalable, alors que le conflit menaçait de déboucher sur une guerre, les Habsbourg s'étaient alliés avec une puissance montante à l'ouest de l'Europe, c'est la Bourgogne, c'est Charles le Téméraire. Après la réconciliation entre les Bernois et les Habsbourg, on aurait pu croire que les choses s'arrangent. En fait, pas du tout. Le conflit va s'envenimer entre les Bernois et la Bourgogne. Ces deux puissances qui sont avides de nouveaux territoires, elles sont ambitieuses, elles convoient de nouvelles terres, elles cherchent les deux à s'étendre, Berne vers le nord-ouest et la Bourgogne vers le sud-est. D'autant que derrière, Louis XI ne cesse de tisonner les deux belligérants potentiels en espérant tirer profit d'une guerre possible. Cette guerre qui va finir par éclater alors que les Bourgognes ont trouvé un allié lui aussi intéressé à aller bousculer les Bernois, ce sont les Savoie. Cette guerre tournera à l'avantage des confédérés, les Bernois ayant pu obtenir l'appui de ses alliés, notamment les Waldstätten, les batailles de Granson et de Morat. L'après-guerre sera toutefois délicate, mais là aussi, paradoxalement, alors que le conflit naissant entre les confédérés à propos de la répartition du butin qui avait été glané après la guerre, eh bien, ces dissensions qui auraient pu une fois de plus mener à l'explosion de la Confédération vont en fait renforcer les liens entre les confédérés. Alors, il y a des opérations même militaires qui sont menées, la mauvaise humeur des différents alliés lors des guerres est vive, les Uranais mènent même une opération commando qui les mèneront jusqu'à Genève, c'est l'aventure de la Folleville, pour faire valoir leurs droits. Pour finir, on se réunit à Stans, sous l'égide, sous les auspices de Saint Nicolas de Flux. Est-ce que Nicolas de Flux a réellement assisté, a participé à ces débats? Ce n'est pas très clair. Quoi qu'il en soit, c'est sous son autorité morale qu'ont lieu les discussions et on débouche sur un accord et sur un nouveau convenant, le convenant de Stans, qui constitue lui aussi une nouvelle étape dans la consolidation progressive des liens entre les confédérés, une alliance confédérale qui s'agrandit, elle aussi, par l'arrivée de deux anciens alliés, deux anciens territoires alliés, Fribourg et Soleure, qui obtiennent le statut de canton, de membres à part entière de l'alliance confédérale. Une arrivée d'ailleurs qui n'est pas très bien perçue par les Waldstätten, qui constatent que l'élément urbain prend de plus en plus d'importance au sein de la confédération qu'ils ont créée et craignent de voir leurs propres intérêts mis de côté au profit de ceux des villes Berne, Zurich, Soleure, Fribourg. Il ne faudra pas attendre une génération pour que de nouvelles guerres importantes déchirent le territoire helvétique, mais c'est aussi une guerre qui va, elle, à son tour, constituer une nouvelle étape dans le renforcement non seulement des liens entre confédérés, mais également par rapport au Saint-Empire romain germanique. En 1495, en effet, l'empereur Maximilien Ier a convoqué une diète à Worms et a voulu resserrer les liens entre les différents membres du Saint-Empire
imposer de nouvelles règles sur le plan fiscal, sur le plan judiciaire, une évolution qui déplaît souverainement aux cantons confédérés qui vont profiter, en tout cas qui vont chercher à profiter de la situation pour prendre leur distance. Des distances qui étaient déjà largement prises depuis un certain temps entre les confédérés et cet empire, mais une distance qui va s'agrandir. Il n'empêche que certains territoires alliés sont encore membres du Saint-Empire et peuvent subir les foudres de l'empereur s'ils ne respectent pas les nouvelles normes en vigueur, notamment Saint-Gall et Appenzell. C'est sur cet arrière-fond que va s'aggraver un conflit entre les confédérés et leurs voisins immédiats du nord, cette vaste région du sud de l'Allemagne qu'on appelle la Souabe. Plusieurs motifs de dispute se coagulent en l'occurrence. Il y a des problèmes de frontières, des problèmes de mentalité tout simplement, mais aussi des problèmes de concurrence militaire. Les Suisses sont de grands pourvoyeurs en mercenaires des grandes puissances monarchiques européennes, mais les mercenaires helvétiques ont affaire à une forte concurrence de la part des Landsknechts souabes, qui eux aussi vont très souvent vendre leurs services, leurs capacités militaires aux grandes puissances. La guerre éclate à la suite de conflits d'intérêts au sein de ces alliés grisons morcelés en différents territoires, où les Habsbourg possèdent encore plusieurs régions. Donc des conflits s'accumulent dans cette région entre Habsbourg et les grisons alliés de la Confédération. Et c'est sur cette base-là que va éclater une guerre qui sera remportée par les Confédérés et qui débouchera sur la paix de Bâle en 1499, avec une normalisation des frontières et donc une consolidation par rapport à l'extérieur de la Confédération. Par le même biais, Bâle, Appenzell et Schaffhouse vont devenir par la suite, en 1501, membres à part entière de la Confédération. Les ambitions de la Confédération s'étendent de plus en plus au-delà des frontières, entre guillemets, nationales. Depuis la fin du XVe siècle, les Waldstätten lorgnent avec intérêt sur le nord de la Lombardie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Tessin. Leurs incursions se sont multipliées et à partir de 1500, les Waldstätten s'imposent comme force d'occupation dans cette région-là. Cette Lombardie qui est d'ailleurs en situation difficile. Le roi Charles VIII, à partir de 1494, Charles VIII de France, annonce qu'il veut faire valoir ses droits sur le sud de l'Italie, une région qu'il estime lui revenir par des liens matrimoniaux et des liens familiaux. Pour accéder au sud d'Italie, il faut passer par la Lombardie et c'est Louis XII qui va mener les grandes opérations en Italie, ce qu'on appellera les guerres d'Italie. Il envahit le duché de Milan, chasse les Sforza de leur trône, mais ne pourront pas aller plus loin. Louis XII s'appuyait largement sur des mercenaires suisses, mais il avait fini par ne plus vouloir les payer, ce que les mercenaires n'ont pas du tout apprécié, et ils vont chercher un nouvel employeur, et c'est Mathieu Schinner, le Valaisan, en lien avec le pape, qui va faire en sorte que les Suisses désormais soutiennent le duc de Milan et les armées helvètes vont rejoindre avec armes et bagages le duc de Milan contre leur ancien employeur français. D'autant qu'au début 1515, Louis XII décède et son fils François Ier, son successeur François Ier, va revendiquer l'héritage et va lui aussi revendiquer ses droits sur l'Italie. Ce sera l'épisode des guerres d'Italie entre les Waldstätten et leurs alliés et la France. D'ailleurs, c'est surtout les Waldstätten qui sont en effet confrontés à la guerre avec d'autres cantons, mais d'autres cantons aussi, notamment Berne, ne vont pas vouloir s'engager dans cette aventure à leurs yeux périlleuse et au destin douteux. Les opérations militaires s'engagent, d'abord favorablement pour les Suisses, jusqu'à Marignan, qui est une importante défaite, comme on le sait. Mais une défaite fructueuse, à bien des égards. Alors c'est clair, la Confédération va tomber dans la zone d'influence française. Il y aura une paix perpétuelle qui accorde des privilèges aux Français quant à l'engagement des mercenaires helvétiques.
Désormais, la France aura son ambassadeur en Suisse, et siégera à Soleure. Donc des liens de plus en plus étroits vont se nouer entre la Confédération et la France. Mais la France va laisser les bailliages tessinois entre les mains des Walstätten, les confédérés, et les Walstätten vont administrer ensemble les bailliages tessinois. Mais contrairement à ce qui a été parfois prétendu, ce n'est pas la dernière opération de conquête menée par des confédérés. Certes, leurs ambitions vont être revues à la baisse, mais les Bernois n'ont pas perdu l'espoir de s'étendre et vont profiter du déclin de la maison de Savoie pour s'agrandir en direction de Genève, profitant aussi des liens qui les unissent aux Genevois, toujours en appui des Genevois en cas de menace savoyarde, et les Bernois vont ainsi envahir le pays de Vaud qui appartenait aux Savoyards en 1536. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.